of rolling back their adventurism outside Iran. And I'll leave it at that. Now, I'll give the floor to Sidi Ahmed Ghazali. Merci Alejo. Je ne peux pas m'empêcher de faire précéder mon exposé sur un nouvel hommage que je tiens à rendre à ces amoureux de la liberté et du droit qui sont incarnés dans la personne d'Alejo et de Sloan Stevenson. Je suis témoin que ces pionniers, et quand je dis pionniers, je pèse mes mots, du soutien à la noble cause du peuple iranien et de la résistance iranienne. Je voudrais commencer par faire un certain nombre de points de repère, simplement pour que l'assistance sache que mon discours ne repose pas sur des théories, sur quelque chose que j'ai appris à l'école ou bien sur des idées reçues. Je veux me baser simplement sur mon expérience personnelle. Pendant 40 ans, j'ai intimement vécu, non seulement avec la réalité algérienne, mais aussi avec la réalité du Moyen-Orient, et notamment de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie et de la péninsule arabique. Le premier point de repère, c'est un souvenir. En mars 1900, m'excuse, je vais prendre le démarrer, voilà. En mars 1975 s'est tenu le seul sommet de l'OPEC, c'est-à-dire les chefs d'État de l'OPEC qui sont réunis à Alger en mars 1975. Et j'étais à 3 mètres de la délégation iranienne qui était présidée par le Shah d'Iran. Et j'ai gardé dans ma tête, par le que je cite entre guillemets, son discours. Il disait l'Iran sera en 1980, tel que, et nous sommes en 1975. La quatrième, peut-être même la troisième puissance militaire et industrielle du monde. Cela me rappelle, quelques années plus tard, ce que les Américains d'ailleurs, l'idée qu'ils ont circulée à travers le monde que l'Irak disposait de la quatrième puissance militaire du monde. Et croyez-moi, dans l'esprit, dans un cas comme dans l'autre, les dictateurs qui commencent par des fantasmes finissent par croire dans leurs fantasmes. Saddam Hussein croyait en son fantasme. Croyait quand il déclarait à la télévision en 1990, mes ingénieurs ont trouvé des produits chimiques et l'association de ces deux produits nous permettra d'éradiquer Israël en 2 minutes. Et je suis sûr que le Shah, pourquoi il cite le Shah? Parce que l'expansionnisme iranien, et là je note en parenthèse que les régimes iraniens, les régimes dictatoriaux sont dans une situation d'imposture totale quand ils laissent confondre leur propre régime avec la civilisation perse, qui est autre chose que le régime iranien. Troisième point de repère, c'est que j'ai vécu, j'ai coopéré, travaillé au sein du gouvernement algérien avec le gouvernement iranien, que ce soit du temps du Shah ou du temps de la République islamique. Et Dieu sait si l'Algérie a été amicale et fraternelle avec le régime islamique. C'est le seul pays arabe qui n'a pas participé, qui ne s'est pas mis du côté des Arabes contre l'Iran dans la guerre de 1980. Eh bien, l'Iran, le régime islamique, a soutenu moralement, politiquement et matériellement le terrorisme en Algérie. Une période, ce qu'on appelle la période noire, en 1990, où elle a connu toutes les armes dont on parle maintenant de Daesh, l'Algérie les a vécues il y a déjà 25 ans, et pendant 8 ans.
Et en tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai dialogué avec Velayati, qui est actuellement ministre des Affaires étrangères à l'époque et qui est devenu un personnage important, où l'Iran prétendait, disons, s'étendre ou étendre son hégémonie en Algérie. Et j'étais chef du gouvernement sous feu le président Boudiaf quand il a rompu les relations diplomatiques avec l'Iran en 1992 parce que le régime iranien soutenait le terrorisme en Algérie. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et enfin, cette histoire de croyance en une sorte d'alliance entre le monde occidental et le régime iranien procède soit de la naïveté, soit d'une hypocrisie totale. On veut faire croire aux gens que ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est une affaire entre chiites et sunnites. Mais c'est totalement faux. Sur le plan dogmatique, la différence entre la Shia et la Sunna, c'est une feuille de papier. C'est le même Coran, c'est le même prophète. Et la preuve que ce n'est pas une affaire entre chiites et sunnites, c'est que depuis des années, qui tue le plus de chiites, c'est un régime chiite, c'est le régime iranien. Et Daesh, qu'on impute ou qui se revendique de rites sunnites, Daesh massacre beaucoup plus des sunnites que des chiites. Seulement, on oublie, les Occidentaux oublient, que le chiisme n'intéresse pas le régime iranien par amour du chiisme, c'est parce qu'il est instrumenté comme un vecteur d'expansionnisme vis-à-vis ou de domination vis-à-vis de toute la population musulmane à travers le monde. Alors, je suis absolument d'accord avec l'idée développée, en tout cas évoquée, par le sénateur Lieberman, qui je hommage, quand il dit que la menace contre la paix sur la planète vient du gouvernement iranien. Actuel. Et que l'hégémonisme du régime islamique iranien n'est que la continuation de la politique d'une autre dictature qui était celle du Shah. Maintenant que toutes les informations sont déclassifiées en ce qui concerne le Shah, tous les politologues, les chercheurs scientifiques américains reconnaissent que, contrairement aux vœux d'Eisenhower et de Truman, qui ne voulaient pas s'ingérer en tant que président des États-Unis dans les affaires irano-iraniennes, c'est la CIA qui, en 1951, a organisé de bout en bout la chute du docteur Mossadegh, qui était issu de choix populaires à la tête du gouvernement iranien. Et donc, ce qui me fait dire, en allant, disons, plus profondément que le sénateur Lieberman, je dis que la problématique iranienne est une question centrale. C'est une question centrale. Et je ne le dis pas vraiment avec la volonté d'exagérer, et pour trois raisons. La première, c'est que nous avons affaire, avec le gouvernement iranien, à une dictature religieuse cruelle qui manque totalement de fiabilité sur le plan disons, on ne peut pas faire confiance à une dictature de ce type qui ne fait qu'instrumenter l'islam à des fins purement politiciennes, des fins de pouvoir. De la même manière que Saddam Hussein disait, après avoir envahi le Koweït, j'ai envahi le Koweït pour libérer la Palestine. De la même manière, Ahmadinejad est venu quelques années plus tard prétendre qu'il veut la bombe atomique pour éradiquer Israël. Parce qu'il pense qu'aux yeux des masses musulmanes, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup. De se présenter aux masses arabes et musulmanes comme étant les défenseurs des musulmans et des Palestiniens. Voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, tu me diras. D'après mes trucs, il me reste encore 9 minutes. Je ne sais pas, non?
C'est trop bon. Si c'est trop, il faut me le dire, je coupe. Moi, je suis très discipliné. Donc, je dis que la question est centrale parce que nous avons affaire à un régime dont l'objectif réel demeure de prendre le commandement, le califat sur tous les musulmans. C'est un objectif qui est politique. Et qu'est-ce qu'ils utilisent comme moyen? Chaque État utilise les moyens qu'il a pour peser sur les décisions du monde. Eh bien, la stratégie du gouvernement iranien, c'est d'utiliser leur capacité de nuisance. C'est-à-dire, ils veulent s'imposer comme un interlocuteur, disons, régional, privilégié, en montrant leur capacité de nuisance. Le sénateur Lieberman s'est interrogé, dit pourquoi ils construisent des fusées balistiques, etc. Comment la réponse est simple. C'est pour impressionner les masses arabes et impressionner l'Occident pour dire nous sommes capables de vous nuire, donc vous devez nous reconnaître comme interlocuteurs. La deuxième raison qui fait que c'est une question centrale, de l'autre côté, à l'opposé d'un régime iranien cruel, dictateur et régime théocratique, il y a la résistance iranienne, qui n'est pas née de la dernière pluie, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, est venue dans le sillage spirituel du docteur Mossadegh, et qui, depuis 50 ans, se bat pour que le peuple iranien reprenne, disons, sa souveraineté sur son propre destin. Eh bien, ce que fait la résistance iranienne, c'est-à-dire ces sacrifices énormes, 120 000 opposants iraniens ont été massacrés par le régime de Wilayat al-Faqih, de Khamenei Khomeini. Eh bien, ce n'est pas uniquement, en tout cas sur le plan des effets, c'est toute la communauté musulmane qui est en train de tirer bénéfice des résultats dont je ne fais pas de doute pour demain. Et qui va détruire la présidente du mouvement du Conseil national, la sœur Maryam Rajavi, a toujours dit nous excluons aussi bien le recours à la guerre contre l'Iran, qui ne fera que renforcer le régime iranien en le présentant comme une victime, comme nous réfutons toute croyance au fait qu'une négociation avec le régime iranien est crédible. Et a toujours parlé de la troisième voie. La troisième voie, c'est que ce régime ne peut pas tomber que par la force du peuple iranien et par ses représentants. Et enfin, on a parlé de la bombe atomique. Moi, je ne crois pas que l'Iran cherche à détenir la bombe atomique. Parce que l'usage de la bombe atomique, c'est quelque chose qui est suicidaire. Par contre, ils ont acquis la technologie pour fabriquer la bombe sale. C'est-à-dire, ce n'est pas la bombe atomique, c'est la bombe qui fait beaucoup de mal et qui ne nécessite pas une réaction nucléaire. Voilà, le but, c'est d'augmenter la capacité de nuisance de... Alors, il y a là donc un travail formidable à faire auprès des opinions musulmanes. Et il faut décrasser les esprits des opinions occidentales. Il faut leur enlever de la tête toutes ces idées reçues, à savoir des idées qui consistent à... Et ne pas oublier, on a beau être les États-Unis d'Amérique, avec la puissance, etc., on peut se tromper. Et l'expérience nous montre que très souvent l'administration américaine a commis des actes qui sont violemment contraires à ses propres intérêts, ne serait-ce que la guerre contre l'Irak, par exemple. La guerre contre l'Irak en 2003, est-ce que les résultats ont bénéficié au peuple américain ou à la nation américaine? Certainement pas. Est-ce qu'elles ont bénéficié aux populations locales? Il y a eu des millions de morts. Et on a transformé cette région qui était indemne de toute action terroriste, par exemple, en un immense réservoir. Et on peut très bien se tromper, comme ils l'ont été en Afghanistan. Ben Laden qu'ils ont combattu. Ça n'empêche pas que Ben Laden a travaillé pour eux d'abord, sur la base d'une erreur qui consistait à dire, par les Américains,
l'ennemi de notre ennemi, quand il y avait les soviétiques, c'est notre ami. Eh bien, ils se sont aperçus que ce théorème ou ce postulat est faux. Alors, donc, et on peut se tromper, en plus, il y a beaucoup de cas où les Américains, et ça les Européens ne devraient jamais l'oublier, peuvent commettre des erreurs monumentales qui vont même contre leurs propres intérêts. Et évidemment, elles vont contre nos intérêts, puisque nous, dans le monde, disons, émergent, nous payons une double facture.